Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Comment se portent les entreprises monégasques après un an environ de crise sanitaire? Nous développerons cet angle du point de vue du Monaco Economic Board avec l'œil éclairé du directeur général exécutif du MEB, Guillaume Rose. Par les temps qui courent, on peut considérer qu'il est courageux de vouloir monter son entreprise pendant une pandémie. Nous avons rencontré 2 restaurateurs qui ont franchi le cap. Nous aurons ainsi leur témoignage. Annulé l'année dernière, mais maintenu cette année, le Printemps des Arts se déroulera dans quelques jours avec plusieurs thématiques, comme par exemple l'école de Vienne, Franz Liszt ou encore du clavecin. Qui de mieux pour nous en parler que le directeur de l'événement, Marc Monet. Et enfin, nous irons au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie pour vous présenter les différentes activités proposées aux enfants à l'heure où il est parfois difficile d'effectuer des déplacements pendant ces vacances d'hiver. Mais avant cela, je vous l'ai dit, parlons économie avec vous Guillaume Rose. Bonsoir. Bonsoir. Comment se porte le Monaco Economic Board dans ce contexte si particulier ? Le Monaco Economic Board a dû se réinventer. Ça, c'est évident. En ce moment, tout le monde doit se réinventer. Le Monaco Economic Board, le premier, bien évidemment, puisque nous représentons l'ensemble des entreprises du secteur privé de la Principauté de Monaco. Donc, nous avons trouvé d'autres moyens d'exister. Nous avons trouvé d'autres moyens de servir nos entreprises, nos membres, notamment en se tournant vers le numérique. Et nous avons créé un certain nombre de nouveaux produits qui sont des webinaires que nous avons rebaptisés Mébinaires. Et puis nous avons transformé nos missions à l'étranger en missions virtuelles vers des pays qui restent des pays qui seront des débouchés à la fin de la crise sanitaire. D'accord. Petit rappel, combien d'entreprises monégasques sont affiliées, je dirais, au MEB? Vous avez combien d'adhérents? Alors à ce jour, nous avons 540 adhérents et ce qui est très intéressant, c'est que si environ une cinquantaine d'entreprises ont dû, pour des raisons diverses, mais en particulier à cause des difficultés économiques rencontrées, ne pas renouveler leur abonnement au Monaco Economic Board en 2020, eh bien dans le même temps, 67 entreprises, nouvelles entreprises, ont adhéré à ce Monaco Economic Board. Donc nous sommes même en croissance. Et comment se portent les entreprises monégasques privées depuis un an de crise sanitaire? Quel est votre constat? Alors le portrait est bien sûr très contrasté. Ce n'est pas tellement une question de taille qui fait tel ou tel succès, mais c'est plus un critère de secteur. Bien sûr, les entreprises dédiées à l'événementiel, au tourisme ont énormément souffert, continuent de souffrir. Nous avons des entreprises qui sont vraiment sous oxygène avec les aides du gouvernement. Et puis nous avons des entreprises aussi qui malheureusement ont dû mettre la clé sous la porte. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Après, nous avons plusieurs secteurs qui s'en sont extrêmement bien tirés. On veut parler bien sûr de la finance, de l'assurance, du trading international aussi. C'est assez étonnant, mais Monaco a quand même su tirer son épingle du jeu à plusieurs niveaux. Et puis nous avons toute une gamme d'entreprises de toute taille qui continuent à vivre, notamment parce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement princier n'étant pas trop drastiques, eh bien, elles ont pu rester ouvertes, elles ont pu continuer leur activité avec leurs salariés, et ça, c'est énorme. Et que peut faire le Monaco Economic Board pour aider les entreprises les plus en difficulté? Alors, sur celles qui sont réellement en difficulté, c'est-à-dire qui n'ont tout simplement pas de débouchés, nous ne pouvons pas, bien sûr, en période de crise sanitaire mondiale, je le rappelle, nous ne pouvons pas trouver des débouchés pour l'événementiel, par exemple. C'est inutile de s'illusionner. En revanche, pour toutes les entreprises qui vivotent, nous dirons, et qui survivent pendant cette crise, et qui sont la majorité tout de même, parce que tout le monde n'a pas la faillite ou le succès, il y en a beaucoup qui vivotent et qui attendent que ça passe comme tout le monde. Et pour cela, nous les aidons. Et nous les aidons comment? En menant la mission traditionnelle du MEB, qui est de les mettre en rapport entre elles, pour qu'elles puissent développer, et en cette période de relocalisation, c'est très important, pour qu'elles puissent développer des liens en local. Et puis, en même temps, nous leur ouvrons des débouchés à venir, par exemple, avec le Canada récemment, avec l'Inde bientôt, avec la Russie il y a quelque temps. Nous sommes toujours branchés sur l'international et toujours branchés aussi sur la mise en relation des entreprises entre elles, et puis aussi au niveau local, par exemple avec la CCI, la Chambre de commerce de Nice-Côte d'Azur, qui est maintenant un de nos principaux partenaires. Le gouvernement a annoncé le prolongement de ces aides aux entreprises. C'est important à vos yeux?
C'est un peu plus qu'important, c'est vital. À l'heure actuelle, le gouvernement a parfaitement saisi l'ampleur de la mission. C'est très simple. Aujourd'hui, les entreprises, pour pouvoir survivre, pour pouvoir maintenir leurs salariés, pour pouvoir maintenir une activité économique forte, parce que la principauté, c'est une économie forte, doivent être un petit peu sous perfusion, en sachant que nous sommes dans un pays où les entreprises ont parfaitement compris, de toute façon, qu'elles doivent se débrouiller par elles-mêmes en grande majorité pour pouvoir survivre, mais une aide du gouvernement, c'est vital. Vous organisiez chaque année plusieurs voyages économiques à travers le monde. On vous a suivi sur Monaco Info notamment. Qu'est-ce qu'il en est? On ne peut plus voyager. Vous l'avez évoqué, maintenant ce sont les webinaires, ce sont les nouvelles technologies. Est-ce que ça suffit pour aider les entreprises monégasques? Alors, ne nous illusionnons pas là encore, ça ne suffit pas. Bien sûr, le webinaire, tout ce qui est numérique, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui permet la distanciation sociale tout en permettant le dialogue, c'est un plus, c'est un pont. Mais ça ne remplace pas les relations humaines, ça ne remplace pas les voyages, ça ne remplace pas tout ce qui est contact humain de toute façon, qui est une part évidemment énorme du business. Donc, on attend avec impatience que la crise sanitaire mollisse, faiblisse, et puis que nous puissions reprendre une vie économique normale. Il n'y a aucune comparaison entre un webinaire d'un côté et puis une vraie rencontre économique de l'autre, bien évidemment. Bien sûr. Comment voyez-vous la suite, l'avenir des entreprises monégasques, du MEB? Alors, telles qu'elles sont extrêmement bien équipées pour pouvoir reprendre rapidement après la crise. Ce que j'ai constaté, c'est énormément de résilience. Combien d'entreprises ont fabriqué du gel, fabriqué des machines permettant de mesurer la température, fabriqué des nouveaux produits, comme par exemple, on pense à Zepter qui s'est mis à créer des machines qui purifient l'air et qui permettent d'éviter la prolifération des microbes. Nous avons eu énormément de résilience dans nos entreprises monégasques. On pense bien sûr à l'exemple aussi de Bettina qui s'est mis à créer des masques avec le succès qu'on connaît. On est vraiment dans la résilience, c'est ce qu'on voit. Nos entreprises sont extrêmement bien armées pour aller vers la flexibilité et aller vers l'avenir de manière sereine. Guillaume Rose, merci. Merci Fabien. On reste dans le domaine économique. La crise sanitaire n'a pas démotivé justement certains entrepreneurs qui ont décidé d'ouvrir des restaurants ou des points de vente à emporter. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi sont partis à la rencontre de certains d'entre eux. Voici leur reportage. La crise sanitaire ne les a pas empêchés d'ouvrir de nouvelles enseignes. La preuve qu'il existe ainsi des exemples positifs, malgré tout le contexte que nous vivons et connaissons tous. Nous sommes avenue de la Costa, dans la galerie des Allées-Lumière. Acantina accueille sa clientèle à l'heure du déjeuner uniquement en raison des mesures actuelles. La crise n'a pas freiné la motivation. Acantina, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour avec mon épouse. On s'est rencontrés dans ce restaurant il y a 15 ans maintenant. Nous étions tous les deux employés, moi en cuisine, elle en salle. Et pendant plusieurs années, nous avons essayé d'ouvrir notre restaurant. Et 15 ans plus tard, l'opportunité de racheter ce restaurant dans lequel nous sommes rencontrés. Et après, la démarche, c'est une cuisine de saison, des produits frais. Tout est fait tous les jours maison. Notion de partage, ça a été difficile, très difficile même de pouvoir aboutir, mais voilà, c'était l'opportunité, c'était maintenant, on l'a saisi. Au tout début de la rue Platy, Monaki propose lui des spécialités japonaises, uniquement à la livraison et à emporter. Avec le boom justement des livraisons depuis la fermeture des restaurants le soir, quel premier bilan au bout de quelques semaines pour ce point de vente qui a ouvert le 4 janvier 2021. On avait ce projet avec mon partenaire Laurent déjà au début de l'année 2020, même fin 2019. C'est vrai que le Covid nous a décalé puisqu'on aurait dû ouvrir en avril-mai 2020. Donc on a revu nos plans, on a réadapté un petit peu le concept. Et c'est vrai que du coup on se retrouve dans l'air du temps par rapport au fait qu'on avait, quoi qu'il arrive, prévu de faire que de la livraison et de l'emporter. Mais c'est vrai que finalement on s'est retrouvé dans une situation plutôt positive pour nous, puisqu'on n'avait pas eu besoin de changer tout le concept pour être dans les nouvelles normes actuelles. Maintenant c'était une demande, je pense, de la clientèle aussi d'avoir une nouvelle offre sushi sur Monaco. Donc on est plutôt satisfait de comment ça s'est passé jusqu'à présent. Et sachez que le soir, la dernière livraison est assurée à 21h. Ces établissements qui ont ouvert en période de crise sanitaire sont aussi le fruit d'une passion, voire d'un rêve.
Passons à un point sur l'information avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Commençons par du football. Une conférence de presse d'avant-match a été organisée ce mardi à l'occasion du déplacement de l'AS Monaco à Strasbourg. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit l'AS Monaco ce mercredi. Les Monégasques souhaitent poursuivre cette belle série. En cas de victoire, les Rouges et Blancs pourraient espérer se hisser sur le podium. Je vous propose d'écouter le défenseur de l'équipe, Axel Disasi. C'est un travail d'équipe. On voit que sur ce nouveau système, entre guillemets, on arrive mieux à maîtriser l'adversaire. Sur les 2 derniers matchs, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Donc c'est bien pour la suite du championnat. On était un peu solide dernièrement, mais je pense que là, avec les 2 derniers matchs, on a trouvé une vraie solidité défensive. Je dirais pas qu'il y a moins de pression, mais voilà, on est des compétiteurs. On a une série en cours. Chaque week-end, on se bat pour la garder. Et voilà, c'est un plaisir de continuer cette série. Et on va tout donner pour l'agrandir au maximum. Chaque année, sous la conduite du service municipal des sports et des associations, le stade nautique Régnier 3 se transforme en patinoire pendant plusieurs semaines. Et oui, la patinoire est devenue le rendez-vous incontournable de la saison hivernale. Je vous propose justement d'écouter le chef du service municipal des sports et des associations, Arnaud Justy, qui revient notamment sur le bilan de cette saison un peu particulière. Notre chiffre de fréquentation, notre barème, c'est les scolaires, tous les étudiants, les résidents de Monaco. Donc ça, on a vendu autant de cartes que l'année dernière, voire même un petit peu plus. Et ils sont venus par contre plus que les autres années. Donc en termes de fréquentation locale, on est un petit peu, par contre en termes global, évidemment, on a une forte baisse, essentiellement due au mois de décembre, puisqu'il n'y a pas eu de village de Noël, il n'y a pas eu tout cet aspect festif qu'on peut avoir les autres années. Et des propos recueillis par Juliette Rappert, vous l'aurez compris, la patinoire fermera ses portes à la fin de cette semaine. Il ne vous reste donc que quelques jours pour en profiter. Fabien, c'est un message pour vous également. Je vais bien trouver un moment pour y aller avant la fermeture. Merci Vanessa. C'est devenu au fil des ans une institution culturelle, le Printemps des Arts, annulé l'année dernière, confinement oblige. En revanche, cette année, le rendez-vous devrait avoir lieu. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur du Printemps des Arts, Marc Monet. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais que l'on fasse le point ensemble. Le festival du Printemps des Arts est bien maintenu. Le festival est maintenu. Nous l'avons adapté aux conditions sanitaires. Donc, effectivement, il y a des changements par rapport à ce qui était initialement prévu, mais il est en totale partie maintenu. Nous avons décidé de faire les concerts le samedi et le dimanche seulement. Tous les concerts se termineront à 17h, de façon à permettre aux gens de rentrer tranquillement pour le couvre-feu qui, sans aucun doute, sera encore d'actualité. Mais il faut dire que nous avons agi par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, en espérant que demain ne changera pas. Bien sûr. Et vous pouvez nous donner les dates, parce que j'ai cru comprendre que la première soirée était annulée. Vous pouvez m'expliquer tout ça ? C'est-à-dire qu'on commençait le 13 mars avec l'Orchestre national de France, avec un magnifique concert d'ailleurs, je dois dire. Et nous avons appris vendredi dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, que l'orchestre annulait sa venue pour cause de Covid. D'accord. Les musiciens n'ayant pas souhaité prendre le risque de venir faire un concert. Voilà. Alors, hormis donc cet orchestre, que va-t-on pouvoir découvrir ? Il va y avoir plusieurs thèmes, si j'ai bien compris. Mettez-nous l'eau à la bouche, si vous le voulez bien. Ouais. Oui, il y a plusieurs thèmes. Il y a un thème sur la découverte un peu pour le public monégasque de l'école de Vienne, qui est l'école qui comprend Schoenberg, Berg et Weber, qui sont des compositeurs très peu joués en principauté, voire jamais. Et puis nous aurons tout à fait autre chose. Nous aurons un portrait Franz Liszt, qui est un compositeur apparemment connu, mais nous allons faire justement plusieurs concerts qui vont faire découvrir un Franz Liszt moins connu, qui est le Franz Liszt de la fin de sa vie. On a réussi à reporter un thème de l'année dernière, c'est-à-dire du festival annulé, qui est toute la musique pour clavecin, la musique française pour clavecin. Nous aurons aussi 2 spectacles cette année
musicaux, ce que nous ne faisons pas d'habitude, qui seront 2 créations très, très originales, donc qui vont aussi équilibrer un peu cette programmation un peu plus classique, je dirais, que d'habitude. Et nous avons aussi sauvé quelqu'un, qui est Aline Piboul, qui avait un récital magnifique. En plus, elle était venue parce que c'était à l'ouverture du festival que le confinement a été décidé, donc elle était déjà là, physiquement. Donc c'était très, très, très frustrant pour elle. Et on a réussi à refaire ce récital cette année dans la version 21. Et comme chaque année, plusieurs lieux d'accueil, j'en ai compté 8, c'est bien ça? Alors là, je vais vous dire très sincèrement, je n'ai jamais compté. Je l'ai fait pour vous. Ce que je sais, c'est qu'on cherche des lieux toujours différents. Mais évidemment, cette année, le public sera un peu frustré de certaines choses. Par exemple, nous n'aurons pas le mythique voyage surprise parce qu'on ne pouvait pas pour des conditions sanitaires. On n'a pas pu faire les concerts en dehors de Monaco pour des conditions sanitaires. Et puis, par exemple, les rencontres avec les publics, on va les faire par Zoom. Et pour quel type de public, justement, ce festival est prévu? C'est pour un large public ou plutôt un public aguerri? Moi, je suis pour le large public. Je crois que, vous savez, la culture, c'est pour tous. Ce n'est pas pour une forme privilégiée. C'est vraiment, moi, je milite profondément pour ça. Cette année, nous avons même fait une promotion importante puisque toutes les places seront à 15 €, sauf les grands orchestres, mais 15 €. Donc, je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir à beaucoup de gens. Et comment peut-on y assister, justement? Il faut s'inscrire, il faut réserver à l'avance? Il faut réserver, soit par notre site, printemps-des-arts.mc, soit par la billetterie traditionnelle de Monaco. Et ça sera votre dernier Printemps des Arts. Vous en êtes à la tête depuis 2003. Comment vous appréhendez cela? Vous avez déjà un petit pincement au cœur? Vous savez, je ne suis pas insensible. Personne n'est insensible. Mais disons que je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'ai fait 19 années en principauté. J'avais pour mission d'essayer de donner à ce festival une image forte. Je pense que nous sommes arrivés à un bon résultat global. Évidemment, il y a toujours des choses perfectibles, toujours, ça je le sais. Mais j'ai pensé nécessaire de m'arrêter. C'est une décision que j'ai prise personnellement et qui a été acceptée par la princesse de Hanovre. Donc, j'ai mon successeur qui a été nommé, Bruno Mantovani, qui sera, je pense, aussi dans une lignée tout à fait proche. Pour finir, rappelez-nous les dates là, du Printemps des Arts 2021. Eh bien, on commencera le 14 mars au lieu du 13 à cause de cette annulation et nous finirons, eh bien, jusqu'au 11 avril où nous finirons avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Marc Monet, merci. Je vous en prie, merci à vous. Les vacances scolaires ont cette fois encore un goût particulier. Voyager est devenu compliqué. Une équipe de Monaco Info s'est rendue au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie pour découvrir les activités proposées. Reportage d'Alexandra Pani, Sandrine Nègre et Jean-Alexandre Dordet. Trek en Océanie, bienvenue au Far West Safari Park. Pendant ces vacances, les enfants du centre de la jeunesse Princesse Stéphanie ont pu parcourir le monde sans quitter la principauté. Pour une heure ou tout un après-midi, l'objectif ici est de se divertir et se dépenser. Pour encadrer ces groupes âgés de 8 à 14 ans, ils sont 4 animateurs à l'année. Tout au long de l'année, on est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Donc pendant les vacances scolaires, pendant les temps hors école, où on accueille tous les jeunes à partir de 8 ans jusqu'à 21 ans. L'adhésion est de 45 €, avec la possibilité de venir un peu essayer tous les ateliers qu'on a en place. On a actuellement par Zoom du yoga, de l'acrobatie, du hip-hop, de la percussion, du bricolage, je crois du théâtre. Voilà, c'est un petit peu libre et plein d'activités différentes. L'accès au centre se fait sous la forme d'une adhésion annuelle, en plus des ateliers et des rendez-vous organisés tout au long de l'année scolaire. Pendant les vacances, des jeux thématiques sont proposés. Et cette fois-ci, c'est donc une découverte autour des continents. Il faut faire le parcours et il faut retenir les drapeaux et les dessiner. Il y a des jeux, il y a des amis. Et j'aime bien venir ici parce que c'est amusant.
Le centre propose aussi durant ses vacances un partenariat avec le Passeport Culture. Au programme, un atelier manga et sur la customisation. On a 3 thèmes sur 3 pays différents ou 3 cultures différentes. On a l'Europe de l'Est, ici on a l'Asie et l'Océanie. C'est 3 cultures différentes. Après, on peut faire avec de la feutrine pour superposer les matières et les dessins pour créer les motifs. Pour l'Océanie, on va plutôt faire avec des perles. Et pour l'Asie, on va utiliser la broderie. Un moment découverte ou créatif pour occuper de manière ludique les enfants tout au long de ces vacances. On reste dans la thématique avec d'autres idées pour occuper les enfants, Vanessa. Oui, et dans le cadre des rendez-vous du patrimoine, ce jeudi, à partir de 15h, à la bibliothèque Louis Notary, 2 conférences seront organisées. Au programme Jean Bouin, invincible à Monaco, et quand Monaco et Nice entraient dans l'ère Mercedes. Ces conférences s'inscrivent dans le cadre des commémorations de la disparition du prince Albert Ier. Et sachez qu'à la bibliothèque Caroline, des ateliers pliage, lecture et théâtre occuperont vos tout-petits. Pour tout renseignement, il vous suffit de contacter la bibliothèque. À Monaco, s'associe à la Journée mondiale de la vie sauvage des Nations Unies. Effectivement, Fabien, la principauté se joint à l'édition 2021 de la Journée mondiale de la vie sauvage, célébrée le 3 mars. Cette journée particulière du calendrier des Nations Unies sera consacrée aux forêts. Ces écosystèmes spécifiques sont menacés. Il est donc important que tout un chacun prenne conscience de la situation. Le gouvernement princier vous invite à célébrer cette journée en partageant cette information, notamment via les réseaux sociaux. Un événement virtuel aura lieu le 3 mars à 14h à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Un point météo à présent, le soleil a décidé de rester sur le territoire monégasque, il me semble. Effectivement, Fabien, une très belle journée en perspective nous attend. Des rafales pouvant atteindre 10 km/h traverseront le pays en milieu de journée. Les températures iront de 8 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 18h22. Et nous fêterons les guénolés. Eh bien, bonne fête à tous les guénolés, ils doivent être nombreux. Comme l'a écrit Richard Boringer, c'est beau une ville la nuit. En ce moment, avec le couvre-feu, c'est difficile de s'en rendre compte. Eh bien, ce sont les photos de cette fin de journal, des clichés pris par les photographes de la rédaction. Ce journal est terminé, on se retrouve mercredi 19h. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et à demain.